Voilà, tu vois, je leur dis Otis. Bah, il prend le Money in the Bank. Tu sais, on crée un personnage profond avec Mandy Rose, l'amour impossible. Mais tu sais, c'est l'amour impossible qu'on rend possible, parce que c'est dans le script. On envoie du rêve à des millions de personnes. Voilà, on fait des blagues, le jambon, le copain sympa, et là, paf, au moment où on s'y attend pas, il attaque le gros chien et on crée une star. Et là, je vois les scénaristes, ils arrivent, ils me disent « Oui, mais monsieur, on n'arrive plus à suivre, on fait déjà des ninjas, des requins, le retour de Carmela, les parties de poker, rétribution, il y a trop de comédie dans le programme !» Bah, à ton avis, je leur dis quoi? Je leur dis, bah, c'est fun! Et là, il y a Polo. Polo, il vient, il me voit, et il me dit, écoute, faut arrêter avec Otis. Parce que, bah, c'est un mec à moi. Et moi, je le regarde, je dis, c'est quoi? C'est un mec à toi, Otis? Et là, il me montre une photo d'Otis. C'est mon gros Otis, là, il me le montre à NXT. Oh! C'est un mec à Hunter. Bah, je savais pas. Il ressemble pas du tout à un mec à Hunter. Et il m'apporte comme ça la preuve noir sur blanc qu'on n'arrivera pas à le rendre over. Et là, je résiste, moi, je veux lui laisser la mallette, mais plus on avance, plus je suis bloqué, plus ils me mettent la pression, et plus il y a plus de fans pour rigoler autour. Ils veulent lui retirer la mallette. Alors, qu'est-ce que je fais? Je demande un dernier truc. On fait un tribunal. Avec JBL, Teddy Long, la japonaise, la SF Fun. Et je me dis, voilà, avec ça, on va leur montrer qu'Otis, ça sera la future star de WWE. Ça, mais ils sont tous là à me dire, non, on peut pas te laisser faire, le Miz, ça fait 15 ans, le Miz, il mérite, hein, voilà, il mérite, il a fait le Marine, hein, la nostalgie. Et là, bah, pour demain, bah, je suis bloqué. Tu comprends? J'ai pas de plan pour écrire le match. Il me faut un truc, là, mais sans jambon, je fais comment? Il faut qu'Otis, il perde la mallette, mais qu'il reste fort. Et comme ça, on prouve à tout le monde, bah, qu'Otis, en réalité, bah, c'est lui qui mérite. Et donc, tu comprends, c'est là que j'ai besoin de toi. Ok, you know something, bro? Ah, salut à tous, c'est Sturi. Dans la nuit du dimanche 25 au lundi 26 octobre, c'était Hell in a Cell. Le fameux pay-per-view à stipulation de WWE, avec pas moins de 3 combats en cellule, des programmes qui vont se terminer, d'autres qui vont se poursuivre, des renversements de situation, du drama, du bricolage également, des changements de titre et du mérite. Parce que tout le monde mérite. Oh, surtout le Miz. Ouh là là. Ouf. Mérite. C'est dans le script ça? Mais avant de se lancer corps et âme dans ce nouveau Qu'est-ce qui s'est passé, voilà maintenant plusieurs semaines que sur la chaîne je vous ai amené un nouveau format, le Weekly Recap, avec SmackDown, puis depuis 2 semaines Monday Nitro. Je voulais une fois de plus vous remercier car ces reviews ont fait plus de 4000 pouces bleus. Enfin bref, c'est un peu incroyable. Merci pour tous ces encouragements et la reconnaissance amenée au travail que ça représente. Merci aussi pour vos nombreux commentaires, votre fidélité, votre générosité. Et là encore, hein, pour les superbes 4 heures vécues ensemble hier soir lors du super kick-off. Et j'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux membres parce que oui, nous sommes 65 000 abonnés. Bientôt les 300 000. Perds pas espoir. Donc au nom de toute l'équipe de C'est ça le catch, encore une fois, merci. Gna gna gna, fidélité, blablabla, ils viennent pour qui en réalité les gens? Bah ils viennent pour le produit, WWE c'est bien. C'est pour ça qu'il y a du monde, ils viennent parce que c'est fun. Et bien justement, on va découvrir si ce show bien reçu dans l'ensemble était si fun que ça. 5 matchs annoncés, le kick-off qui va être révélé un petit peu plus tard dans la soirée verra R-Truth défendre le championnat 24/7 contre Drew Gulak dans un vrai match de catch. C'était pas banal. Bon, cela dit, on s'est un peu amusé avec Gulak, hein, qui va démolir Little Jimmy, enfin voilà, il nous l'a laissé sous-entendre. Et s'il l'a démoli, bah, j'espère sincèrement que ce sera à jamais. Oui, et aussi surprenant que ce soit, ça sera peut-être le seul aspect comédie du match avec un Drew Gulak qu'on n'oublie pas, hein, comme un excellent technicien. Ce serait quand même dommage de s'en passer. Et R-Truth qui nous gratifiera une nouvelle fois d'un hommage à son super-héros d'enfance préféré, John Cena, une blague dont bizarrement je ne me lâche jamais. R-Truth conserve le championnat sur un contre un peu technique, plutôt bien amené, pas un match mémorable mais assez honnête pour valoir 2 étoiles, appréciable, voilà. Mais on va très vite laisser place au retour de la comédie avec Akira Tozawa, Lucha House Party qui prennent en chasse le champion. Et cela dit, on voit quand même que la division 24/7 est plus imposante que la division tag de Monday Nitro. Ah oui, non, mais elle est totalement absente, hein. Y a pas de division tag. Désolé pour les amoureux par équipe, y a pas de match par équipe ce soir. Mais grosse annonce à la fin de ce kick-off, puisque Mustafa Ali, leader de Rétribution, propose un challenge Hurt Business. Et ben voilà le challenge. Un membre du Hurt Business choisi par le Hurt Business contre un membre de Rétribution choisi par le Hurt Business. Ah ça, oui, je me doute qu'avec une telle proposition de challenge, ils doivent avoir une idée en tête. Ou je sais pas, moi, un plan machiavélique, hein, pour donner un excès de confiance au Hurt Business. Ou alors, ils sont juste cons. Bah c'est simple, c'est des mecs Hunter. Hell in a Cell qui débute avec Jey Uso contre Roman Reigns dans ce fameux I Quit match, Hell in a Cell match.
Voilà, plein de stipulations les unes dans les autres. Enfin, en parlant d'I Quit Match, il faut quand même savoir qu'on n'avait pas revu cette stipulation dans le main roster depuis Rusev contre John Cena. Et c'était pas si bien. Mais il y a bon espoir, parce que même si Jey Uso s'était fait poutrer il y a un mois à Clash of Champions, son insolence grandissante envers le chef de la tribu peut laisser penser à un chouette barreau d'honneur. Bon, même si évidemment, il gagnerait pas, on pouvait quand même s'attendre à une narration forte et peut-être à un petit peu plus de catch. Voilà, que c'est un des rares points faibles de la dernière rencontre. Jey Uso en blanc, c'est très joli, et Roman Reigns qui lui a choisi un joli gant doré qui fait évidemment penser à Thanos. C'est pas pour me déplaire. Mais seulement 2 minutes après que la cloche ait sonné, t'as Jey Uso qui est déjà en PLS et qui vend comme s'il avait catché 1 heure. Ah merde! Bon, il va y avoir des comebacks, évidemment, ça a tendance à s'équilibrer, mais à 5 minutes de match, déjà la première spear de Roman Reigns. 7 minutes, il en met une seconde. Roman Reigns qui va trash-talker, qu'est-ce que tu me fais faire? Tu me fais passer pour le méchant. Abandonne cousin, et je te promets que tout ira bien. Bon, le rythme se coupe beaucoup, mais c'était à prévoir. Jey Uso, cela dit, va comme à Clash of Champions réussir un comeback avec un super kick, un splash. Bon, heureusement, il va vendre les cotes, merci Jey Uso. Mais Roman Reigns va nous dire que le type à la tête de la table n'abandonne pas. Et c'est assez chouette de voir Roman Reigns parler de lui à la troisième personne. Ça me rappelle quelqu'un. Jey Uso va aller chercher un strap en cuir et voilà, ça va fouetter sec. Même si personne n'a mangé épicé. Mais direct, troisième spear de Roman Reigns, on est qu'à 10 minutes. Jey Uso veut toujours rien lâcher, alors c'est à Reigns de balancer des gros coups de strap sur Jey Uso, ça parle, c'est intense. 15 minutes, Jey Uso va revenir, il va utiliser le strap pour étrangler Roman Reigns, et Reigns, il pass out. Ah ouais, il tombe dans les vapes, comme ça, pam. Et de ce fait, s'il tombe dans les vapes, il peut pas dire I quit. Bah oui, c'est con en fait, c'est une mauvaise stratégie. Dans un I quit match, tu peux buter ton adversaire, mais s'il est pas en état de dire I quit, on fait comment? Ça marche comment? C'est écrit dans les règles. Bon, finalement, Roman Reigns revient, mais on va se poser la même question, puisque Roman Reigns va porter une guillotine à Jey Uso, mais qui passe out lui aussi, donc il peut pas dire I quit, donc le corps arbitral, voilà, pour lui, c'en est trop. Et je sais pas s'il a lu le cahier des règles, je sais même pas si c'est dans la règle d'ailleurs. Limite, l'arbitre, il se dit, Jey Uso, vas-y, abandonne, parce que là, je sais pas comment gérer la situation. Et oh, punaise, ça me fait quand même vachement penser au finish à la con de Rollins contre le Fiend. Bon, la suite, c'est à sens unique. Voilà, ça va être une lente, très lente escalade dans la violence avec un Roman Reigns qui parle beaucoup, encore une fois. Gros acting, très très bon. Bon, il y a quand même ce dropkick un petit peu tout pété avec l'escalier qui devait paraître violent et qui en réalité le semblait pas du tout. Bon, c'en est trop, évidemment, pour notre bon ami arbitre qui veut arrêter le combat, mais Reigns, il a pas eu ce qu'il voulait. Alors hop, on dégage l'arbitre, on balance au-dessus des cordes. La chute, elle est pas des plus safe. Ouf, il m'a un petit peu fait peur. Et là, c'est parti pour le cirque. Voilà, il y a Adam Pearce, Patrouche, des arbitres, voilà, qui arrivent, on décide d'arrêter le match. La cage, elle sert à rien en fait. Tout le monde peut rentrer, c'est un moulin. Et puis vous nous avez vendu un I quit match, on va pas arrêter sans qu'il y ait un des deux mecs qui dit I quit. Et Roman Reigns, ça va, ça il l'a compris, donc il va fermer la cage, il va faire peur à tout le monde, et c'est Jimmy Uso, encore une fois, comme à Clash of Champions, qui va venir, qui va supplier son cousin d'arrêter ici le massacre. Et Roman Reigns, attendez peut-être pas du tout à ça, qui va pleurer. Il va s'arrêter, il va se poser, il va se mettre littéralement, tu vois, à fondre en larmes, à chialer. Et c'est un peu, tu vois, l'idée qui me revenait quand je regardais le match, c'est il s'oblige à se comporter comme ça, tu vois, pour être le chef de meute, le chef de la tribu, etc. Mais il veut pas se laisser envahir par la haine, on dirait, tu vois. Donc peut-être la réconciliation pour finir ici le gros drama. Reigns qui va attraper la main de Jimmy Uso, on pense que tout est réglé, mais en fait non. Bah non, évidemment que non, c'est une blague. Voilà, guillotine, Roman Reigns en réalité c'est le diable, et Jey Uso qui va chanter la Reine des Neiges, let him go, let him go. Eux, ils chantent pas très bien, mais peu importe. Et il va finir par dire I quit parce que il ne supporte pas voir son frère qui est déjà blessé au genou, en galère dans cette guillotine, et c'est la fin du match. 30 minutes quand même. Bon, c'était long, c'était peut-être un peu lourd pour ouvrir le show. Je sais que je vais peut-être être sévère, mais j'ai pas dépassé les 3,5 pour ce match. Parce que, en réalité, les intentions, elles étaient exactement les mêmes qu'à Clash of Champions. Ok, il y avait un petit peu plus d'habillage, mais bon, on n'a pas eu de grosses surprises. Ils allaient pas non plus stopper le machiavélisme de Roman Reigns en si bon chemin. Sweat after match, cela dit, avec Roman Reigns qui va être rejoint sur la rampe d'entrée par son père Sika et le patriarche Afa. D'ailleurs, c'est chouette, il va embrasser Afa avant Sika, parce que c'est la hiérarchie, évidemment, c'est l'aîné. Donc on sait pas au final si les Usos vont être reniés de la famille, si c'est la fin du programme, mais il va falloir absolument construire un nouveau challenger très crédible pour Roman Reigns. Et ça, ça va être l'incroyable défi pour les créatifs de SmackDown. Bon, vous l'avez bien compris, avec tout ça, avec autant d'émotions, on a besoin de souffler. Alors envoyons Elias contre Jeff Hardy, avec Elias qui chante. Jeff Hardy qui a évidemment fait son entrée pour l'interrompre. Voilà, comme ça c'est de la hit facile. RAS pendant 7 minutes, clairement un match qui est là pour souffler. On s'en fout tellement, et même Jeff Hardy s'en fout, parce qu'il va esquiver à la fin du match un coup de
chaise de Elias pour frapper lui-même Elias avec la guitare et se faire disqualifier pour que tout le monde reste fort en si bémol. Ah oui, c'est la musique. Bah, je fais un arpège, hein, une croche, une clé de bras, une clé de sol. Donc visiblement, hein, pour essayer de faire sens, Hardy se fichait totalement d'avoir une victoire contre Elias en pay-per-view. 1 étoile et demie, voilà, de toute façon, on était là pour récupérer nos émotions de l'opener et c'est parti pour Miz contre Otis, Money in the Bank en jeu. Avec la question que tout le monde se pose, bon peut-être pas tout le monde, mais en tout cas moi je me la pose. Est-ce que le Miz, qui s'est réjoui d'avoir ce match en 1 contre 1 contre Otis, a un plan? Bah je vais pas vous retenir plus longtemps, la réponse c'est aucun. Non, il a pas de plan. Il a pas de plan, il va se faire démonter pour une grosse partie du match. Les quelques comebacks du Miz, c'est à chaque fois des petites interventions de John Morrison, tu vois, en gros chacal. Bon, le match est pas si mal, parce que le Miz, à côté de ça, il vend bien, Otis, ça bouge pas trop mal. C'est un schéma assez classique qu'on retrouve dans un milliard de matchs. Mais je suis là, moi je suis devant mon écran et je me dis, mais c'est quoi le plan du Miz? Est-ce qu'il y a un moyen de faire disqualifier Otis? Je sais pas, avec une distraction, avec du jambon. Le plan, c'est peut-être un coup de mallette de Morrison, bon, que tout le monde voit venir, même l'arbitre, hein, Jessica Carr, bah oui, elle va renvoyer Morrison backstage, donc le Miz, bah il a plus de plan, il a vraiment plus rien. Donc Otis, il va se contenter de déroulé, il y a une magnifique discus clothesline du gauche en plus qui est vraiment pas mal. Le Miz dans son désespoir, il va attraper la jupe du ring et Jessica Carr, elle est peut-être un peu maniaque, elle va remettre ça en place et ça permet une seconde de distraction pour un coup de mallette de Tucker. Quoi? Tucker qui trahit Otis. Ah merde! Et salut à tous, mon nom et ça n'a toujours pas d'importance. Un bon renversement de situation, c'est la base d'une écriture soignée. Et croyez-moi, c'est un domaine dans lequel je m'y connais. Vous regardez WWE Hell in a Cell, et ça, c'est du catch professionnel, mon frère. Prenez ce gars, Otis. Il a tout d'une mégastar. Le charisme, la belle meuf, le jambon. Et Dieu sait que le catch a plus besoin d'histoire avec du jambon. Vous ne croyez toujours pas en lui? Pas de problème. Alors faites en sorte que son meilleur ami le trahisse, mais qu'il ne puisse pas se venger, car son meilleur ami est dans une brand différente. Vous allez créer de la frustration, et de la frustration naîtra le succès. Otis va certainement devenir une espèce de super-héros vengeur, avec plein de filles autour de lui comme Debra et Sable en bikini pendant l'Attitude Era. Faudrait que je vous en parle un jour. Les gens vont s'arracher le merchandising, on vendra des tonnes de jambon, et tout le monde aura envie de le voir champion. Pourquoi? Parce que c'est ça, le catch professionnel, mon frère. Attends, on va vraiment tenter de nous faire croire que Tucker, qui 2 jours auparavant a défendu son pote au procès, avait planifié de le planter dans le dos pour un match qu'il était même pas sûr d'obtenir. Et comment il fait Otis pour se venger? Les mecs ils sont même pas dans la même brand. Et quoi? Le Miz, il mérite? Vraiment? Vous en êtes là? Le Miz mérite. Mais vous avez vraiment conscience de ce qu'il a fait le Miz en 2020? Alors déjà, tiens, voilà une stat, hein, la dernière victoire du Miz en 1 contre 1, elle remonte au 10 janvier 2020 contre Kofi Kingston. Et c'est d'ailleurs sa seule victoire en 1 contre 1 dans les 12 derniers mois. Ah ouais, il mérite grave. Oui, bon, j'entends, la nostalgie, voilà, ils gagnent la mallette 10 ans plus tard. Mais ils ont changé le thème d'Otis. Tu crois que c'est quoi, un écran de fumée? Et attends, on parle vraiment de Tucker, dont le heel turn est limite moins convaincant que celui de Big Cass sur Enzo Amore? Bon, ok, c'est inattendu. Bon, je pense qu'à un moment dans le programme où t'as pas d'attente, tout devient inattendu. Tiens, tu veux parler d'attente, on va se projeter dans l'avenir. Tucker, il va probablement perdre son programme contre Otis au Survivor Series et il sera viré au plein milieu de l'année, parce que qu'est-ce que tu vas faire de Tucker tout seul? Otis, il va probablement récupérer la mallette contre le Miz à Raw, voilà, et parce que le Miz il va constater à l'intérieur de la mallette qu'il y avait du jambon. Du coup ils vont refaire un match à TLC, on est encore reparti pour 3 mois. 2 étoiles, écart. Oui, parce que je peux pas reprocher grand chose dans l'in-ring, les deux ça s'accorde pas trop mal. Mais la vache, hein. Oh, je suis blasé. Moi aussi je t'avoue, je suis blasé. Otis, le jambon. Allez, on retrouve Bayley contre Sasha Banks, Hell in a Cell pour le championnat féminin de SmackDown. Là encore, super code couleur, hein, Bayley en noir et Sasha en blanc, donc on a compris, hein, Sasha Banks c'est la babyface. D'ailleurs, on va vite constater que ça se ressent plus qu'elle est babyface dans son catch que dans ses promos des dernières semaines. Et sans surprise, hein, on a le meilleur match de la soirée. Limite, le match est plus violent que ce qu'il y a eu entre Roman Reigns et Jey Uso. Bon, les intentions d'écriture sont totalement différentes, hein, il va y avoir beaucoup de rappels à la storyline en cours, avec la fameuse chaise, hein, qui a été l'outil de la trahison. Un énorme budget candlestick. Putain, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, ils ont une carte de fidélité, j'en sais rien. Au point même que Bayley, elle va tenter de faire du bricolage, elle va essayer de lier 2 candlesticks l'un avec l'autre pour que dalle en fait, il y a un projet MacGyver. Bon, le match c'est quand même de la grosse action qui est plutôt pas mal exécutée en général, mais c'est coupé par énormément de phases de préparation avec des armes. Ah, c'est sûr que dans ce genre de match, on peut pas y échapper. Mais
je vais quand même apprécier, et j'espère vous aussi, cette prise de risque dans un tel contexte, parce que Sasha Banks, bah, elle est quand même tarée. À la fin du combat, Bayley va récupérer sa chaise, contrer le frog splash de Sasha, Bayley to Bayley pour un compte de 2, nouvelle avalanche de coups de chaise, mais Sasha Banks va réussir à la contrer avec un back statement, bloqué dans la chaise, et des coups de pied hein, pour le petit rappel, très efficace à NXT, ça fait plaisir. Nouvelle championne, Sasha Banks, un bon gros 4 écarts, hein. Ah oui, pour l'effort, c'est pas mal, hein. Et c'est le premier finish clean du show. Enfin clean, un match hardcore, mais bon, c'est clean quand même. Et le programme va certainement continuer, parce que évidemment, j'ai vu le gap qu'il y a dans tout le reste de la division féminine à SmackDown, ça s'arrêtera pas là, hein, à moins que vous soyez pressé de voir Sasha Banks perdre sur sa première défense contre peut-être Carmella vendredi à SmackDown. Merde, ils s'en sont peut-être capables. Le Hurt Business, bah ils sont là, ils vont bien. Il y a Charlie Caruso d'ailleurs qui arrive, qui les interviewe, il lui dit alors, vous avez choisi qui pour vous représenter? Et là Charlie elle réagit, tu vois, elle se dit ah bah oui tiens c'est vrai, il y a tout le monde qui est en costard sauf Bobby Lashley. Bah alors c'est certainement Bobby Lashley. Bah bien sûr qu'ils vont choisir Bobby, c'est le meilleur, il est intouchable. Grosse promo d'ailleurs de MVP comme d'habitude, voilà, c'est un petit peu le MVP des promos, MVP. Et le Hurt Business qui peut choisir donc leur adversaire, hein, dans le clan Rétribution, ils vont choisir sans surprise Slapjack. Bon allez, voilà, hein, Slapjack qui est le jobber du groupe évidemment. Bah, il va bien tenir quand même 4 minutes hein, avec, je sais pas moi, il fait un cannonball, un tornado DDT, bah c'est pas un peintre, un Shintorn, il résiste. Bah, allez, je mettrais une étoile et demie pour la déconne, voilà, parce qu'il a un peu résisté, mais Osef. Et dès que la cloche sonne, il y a tout Rétribution qui va tomber sur la gueule de Bobby, mais Bobby, même s'il y a leur business qui arrive, en 4v1, il est capable de gérer le truc. Voilà, il y a Mustafa Ali qui part en chialant, donc bah, c'est Rétribulol, acte 2. Ah ouais, ça fait mal, hein. Le bilan Rétribution jusqu'à présent, c'est 3 matchs, 3 défaites. Bah je sais pas, hein. Non, moi je pense plus que ce soit un projet. Bah écoute, plus ça avance, bah plus on recule. Comment veux-tu que... Enfin, le main event, Drew McIntyre pour en finir une bonne fois pour toutes avec Randy Orton dans le dernier Hell in a Cell de la soirée et pour le championnat WWE World. Orton qui va attaquer McIntyre déguisé en caméraman. Mais il a pas de caméra, donc c'est bizarre. Sauf que McIntyre, il a des yeux derrière la tête, hein, il le voit arriver, ça va se battre 2 minutes en dehors de la cage, et finalement le match va commencer officiellement avec Orton en pantalon. Petite pensée pour Angel Garza, hein, qui vient de perdre son gimmick. Les 10 premières minutes, c'est un peu la Orton classique, hein, c'est-à-dire que c'est lent, c'est méthodique, mais l'idée de worker sur la mâchoire brisée de McIntyre, ça fait sens et on apprécie. On va également avoir des gros plans grillage bien malaisants. McIntyre va finir par inverser la température avec une belly over the head suplex à travers une table, hein, t'as Kevin Dunn dans le camion la régie qui balance des DC's Awesome, ok, pourquoi pas. Orton revient avec un coup bas, le DDT, mais McIntyre se dégage au compte de 1. Orton, il va décider donc de se barrer. Il se barre, voilà, c'est cash, c'est des moulins, hein, je te dis, on rentre, on sort, on fait ce qu'on veut en fait. Mais Orton, il décide de se barrer. Bah casse-toi, c'est quoi, c'est l'intérêt du match alors. McIntyre, lui, il veut continuer parce que c'est pas dans le script, il va chercher Orton. Mais Orton, il va le contrer, et Orton, il va décider de grimper au sommet de la cage. Et là, évidemment, tu repenses à tous ces moments mythiques, des matchs Hell in a Cell où ça se déroule, tu vois, sur le toit de la cage. Et grosse ascension d'ailleurs du Legend Killer, hein, qui va tenter de récupérer le maillot à poids au sommet, pas mal. McIntyre, il va suivre, évidemment, bagarre. Oui, mais Orton, il avait caché une barre de fer rouge sur le toit, et ça, on l'avait pas vu. Bah oui, rouge sur rouge, rien ne bouge. Bon, finalement, ça a pas duré longtemps, parce qu'il c'est un peu haut, hein, on va essayer de descendre, mais McIntyre, il a rien compris, lui, il pensait que c'était une course. Alors il va descendre trop vite, à travers la table des commentateurs. Et là, t'as Kevin Dunn qui nous fait chanter Holy Shit. Oui, toujours depuis son camion, voilà, ça chante Holy Shit. On va perdre environ 3 minutes. Mais sans déconner, hein, tu mets le timer 3 minutes avant que ça remonte dans le ring, t'as McIntyre qui saigne de la bouche, bon ça fait sens. Le RKO va être contré en backslide façon SummerSlam, mais compte de 2. Claymore Kick et Orton va partir à l'extérieur du ring et on va perdre à nouveau 2 minutes. Je mens pas, 2 minutes. On revient dans le ring, Claymore Kick, esquivé, RKO et Randy Orton devient champion WWE pour la 14e fois. 30 longues minutes. Bon, l'écriture, cela dit, était très cohérente, mais la vache, comment on a réussi à perdre du temps dans ce combat, c'est fou. Bah, tu peux y couper 10 minutes à ce match, mais sans problème, hein, parce que pendant tous ces temps morts, en réalité, bah, c'est WWE qui te donne l'illusion avec son ambiance sonore qu'elle a créée elle-même pour perdre un max de temps, et avec ça, il y a beaucoup de prod. T'as 1 million de replays, dès qu'il se passe quelque chose, il y a un replay. Alors, quelque part, tant mieux, parce que pour les athlètes, ça leur permet de récupérer un petit peu plus sereinement, mais ça saccade terriblement le rythme pendant les matchs. Et puis, je sais pas, moi, les mecs
vous avez plus qu'un show par semaine généralement. Il n'y a plus les house shows, vous pouvez peut-être vous lâcher un peu plus. Faut quand même remarquer une petite chose, parce qu'au bout de ce programme, Orton, il a toujours été assez protégé dans les défaites. Le match de l'ambulance, je te rappelle, c'est un peu un 4 contre 1. À SummerSlam, il perd sur un backslide. Et d'un autre côté, McIntyre, j'ai pas l'impression qu'il en ressort véritablement affaibli. Il a été protégé avec cette blessure à la mâchoire. Ce serait d'ailleurs très intéressant de le faire oublier pendant les prochaines semaines, histoire de vendre les efforts du match, de nous créer un manque, et je suis sûr que son parcours de retour sera très intéressant. Bon, évidemment, le Miz, il a joué sur les réseaux sociaux, il fait marcher la nostalgie. Le Miz qui cachine sur Randy Orton, ce serait un drôle de fantasme que vous avez là. Mais vu que maintenant c'est porte ouverte à la défense de mallette, pourquoi pas donner la mallette au Fiend? Le Fiend d'ailleurs totalement absent des Innocell, comme pas mal de stars. Mais malgré tout, j'ai trouvé ce pay-per-view assez digeste dans son ensemble, 3 heures d'action. Ok, on aurait pu cutter certains trucs, en rajouter d'autres. Pour le Star Power, on a de nouveaux champions et certainement de la matière pour engranger de nouvelles intrigues. Orton il est champion, mais il n'y a plus de jambon. Et on attendra très sagement l'Euro Recap pour demain, qu'il faudra louper, sans aucun prétexte. Oui, c'est le Jamais 203. Et tout le monde reste fort. C'était Sturi. Ciao, bye bye. Alors c'est ça, le script. Bon écoute, si on doit passer par là, au point où on en est, et tant qu'Otis reste fort, je vais te faire confiance, c'est pas la première fois d'ailleurs. Bon par contre, tu m'excuseras, mais j'ai rien pour régler. Tu vois ça avec Hunter, c'est fun. Bro, it's me. He took the hook. This is just a matter of time.